Bien, bonjour à tous et à toutes. Il est 11h45, on va commencer l'atelier sur les marchés porteurs. Atelier qui va durer 45 minutes. Donc, je suis Alexandre Collomb, directeur de Bretagne Compétitivité, qui est une association rattachée aux chambres de commerce et d'industrie basée à Rennes. Et on fait de l'accompagnement à l'innovation et aux transitions. Et on porte notamment un dispositif qui s'appelle Chrysalide. J'en dirai un petit mot en conclusion. Alors pour adresser ce sujet, alors déjà, première chose, tous ceux et celles qui souhaitent avoir l'idée du siècle pour devenir riches et célèbres, vous pouvez aller avoir un autre atelier parce que ce n'est pas forcément ce qui va ressortir des 45 minutes. Par contre, normalement, vous devriez repartir avec des clés de compréhension des évolutions de notre environnement, de la société, qui font que les entreprises qui se créent aujourd'hui auront peut-être plus ou moins de chances de perdurer et de répondre à des enjeux auxquels nous sommes tous confrontés. Alors pour aborder ce sujet, nous avons la chance d'avoir une nouvelle année, puisque je crois que c'est la 3e ou 4e année que Laurence intervient au titre de BPI France, donc on va dire experte, je ne sais pas si c'est le terme, mais quand même très bonne connaisseuse des sujets d'entrepreneuriat. Bonjour. Et pour la deuxième partie, on a pris le parti de faire témoigner deux porteurs, chefs d'entreprise, puisque les entreprises sont créées toutes les deux. Donc Marion, ici présente, Lévesque, et Cédric, ici présent. Donc Cédric, il est en route, normalement il doit nous rejoindre pendant l'atelier. Donc sans plus tarder, puisque le timing est très serré, je vais donner la parole à Laurence sur la partie plus, on va dire, conférence, et on aura ensuite un deuxième temps d'échange avec les entreprises. Bien, bonjour. Bonjour à tous. Ça fait un son bizarre, hein, mais bon, on va essayer. Bonjour à tous. Changement de micro, pas mieux. Bon, écoutez, tant pis. Du coup, j'ai 2 micros au lieu d'1, donc c'est parfait. Alors, allons-y. Donc, je suis Laurence Tassonne, je dirige l'Observatoire de la création d'entreprises à BPI France Création et je pilote aussi les équipes des dossiers projecteurs qui sont des guides pour les créateurs d'entreprises pour essayer de monter au mieux leur business model sur un métier particulier, que ce soit de la boulangerie, que ce soit l'influenceur, que ce soit le formateur indépendant. En fait, on couvre 70 secteurs aujourd'hui où si vous êtes en train de monter votre business model dans un métier très précis, on va vous mettre effectivement l'ensemble des informations sur ce métier, les études de marché, des contacts, énormément d'informations et de collecte que l'on fait à travers des interviews et à travers toute la presse. Donc tout ça, pourquoi je fais cette introduction-là? Pas pour vendre des dossiers projecteurs, même si vous avez envie d'y aller, parce que c'est sur la librairie et c'est en vente. Tout ça, c'est parce que tout ce que je vais vous raconter là, c'est réuni parmi ces deux activités-là, puisque c'est 2 activités que l'on brasse en permanence tout au long de l'année, donc on voit les choses évoluer. Allez, j'y vais vite. Alors, vous allez voir que les slides sont très denses, il y a beaucoup de choses dessus, je les fais exprès parce que quand vous allez les récupérer, vous aurez plus de choses que ce que je peux vous dire en 25 minutes, sinon je vais me faire tirer l'oreille par mon collègue d'à côté. Par contre, premier message, avant d'attaquer toutes les idées, les bonnes idées ou les mauvaises idées liées à la création d'entreprise et au positionnement sur un secteur, c'est qu'en fait, il faut que vous vous mettiez... Votre entreprise, pour vous lancer, c'est d'abord votre entreprise. Donc, regardez-vous, regardez vos envies, regardez en fait votre projet entrepreneurial. Vous voulez faire quoi de cette entreprise? Vous voulez la positionner comment? Vous voulez y donner quel sens? Et ensuite... regardez aussi votre projet de vie, parce que bien évidemment, on ne peut pas dire « tiens, j'ai fermé la porte de l'entreprise, j'ouvre la porte de la maison ». C'est pas vrai. On sait que dans les premières années, les deux sont étroitement mélangés, voire quand on est passionné, les deux se confondent. Donc attention à tout ça. Réfléchissez bien, parce que ça, plus vos moyens financiers, bien évidemment. Alors je parle des vôtres, mais je parle aussi de vos moyens financiers que vous allez récupérer sur le marché de l'accompagnement, les marchés bancaires ou d'autres formes de financement. Vous allez en fait pouvoir dimensionner votre entreprise et en la dimensionnant, vous allez aussi pouvoir choisir le secteur qui vous convient le mieux parmi toutes les envies que vous avez envie de créer à un moment donné du temps. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas forcément une idée précise, mais qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. Chez nos amis qui seront tout à l'heure témoins tous les deux, en fait, ils sont partis d'une idée qui leur tenait à cœur. Donc, ils avaient déjà l'idée, ils ont construit leur plan à partir de ça, mais ils vous en parleront mieux que moi. Donc, du coup, petite précaution, et ça, je vous le traiterai à la fin ou tout au long, c'est attention au miroir aux alouettes.
attention à tous ces secteurs où il y a plein de créations, où il y a eu plein de créations. Aujourd'hui, les marchés sont saturés. Certains marchés ne sont pas forcément saturés, mais sont sinistrés parce qu'ils sont très conjoncturels, donc très impactés par la conjoncture actuelle. Donc faites attention. Si vous voulez quand même vous lancer sur un métier ou dans une activité qui est une activité sinistrée, voire une activité saturée, allez-y, démarquez-vous. Et la démarcation sur ce marché-là, eh bien, en fait, c'est tout ce que je vais essayer de vous présenter tout à l'heure, c'est comment arriver à pouvoir être sur des marchés, y compris de niche, en vous démarquant de la concurrence. Alors, je vous parlerai d'innovation. J'espère que j'aurai le temps d'y aller parce que ça fera effectivement le lien avec mes collègues d'ensuite. Alors, premier élément, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure en introduction, on a d'abord tout un pan de l'activité de création d'entreprise qui aujourd'hui tourne autour du bien-être et autour de la santé. C'est des pans énormes et vous allez voir que j'ai quand même mis entre 2 et 3 slides pour y arriver en essayant de vous mettre plein de choses dedans. Donc le bien-être, c'est quoi? Tout d'abord, le bien-être et santé, ça passe d'abord par l'alimentation. En alimentation, on a toujours cette tendance du bio qui revient. On a eu le bio, on a eu un petit creux, puis hop, ça revient maintenant dans la création d'entreprises. Donc tout ce qui est bio, tout ce qui est naturel, l'alimentation saine. Vous verrez, on en reparlera tout à l'heure, on parlera de diététique, on parlera de nutrition, et tout ça, c'est un fil qui se tricote aujourd'hui et qui se tricote de façon très multiple. Et donc, dans l'alimentation, on a bien évidemment le bien manger, mais au-delà du bien manger, on a aussi le positionnement, et je vous parlais tout à l'heure de niche, mais ce n'est pas forcément de niche, c'est les positionnements qu'on appelle premium. Premium, ça veut dire qu'on va être sur du haut de gamme, on va être sur quelque chose qui est sur un tout petit... Par exemple, j'en sais rien, vous allez vendre un produit qui est produit en toute petite quantité sur un territoire et qui ne peut pas être vendu ailleurs. Voilà. Mais ça s'appelle un positionnement de niche, mais de niche haut de gamme, donc du positionnement premium. Donc vous avez tout ce qui est premiumisation, beaucoup dans le vin, beaucoup dans les épiceries fines, des choses comme ça, où ça arrive sur toute cette logique de qualité, de santé, donc, et ensuite de bien manger. Voilà, le fameux bien manger sur le sujet. Là derrière aussi en santé, sur l'alimentaire vis-à-vis de la santé et du bien-être, on a 2 tendances aussi qui arrivent aujourd'hui. C'est ramener l'agriculture en ville. Et donc c'est ce qu'on appelle l'agriculture urbaine. Donc dans l'agriculture urbaine, il y a toutes les tailles. Vous avez les fermes urbaines qui s'installent dans des vieux parkings désaffectés et en fait vous produisez en ville sur des étages. Vous avez aussi la production urbaine de l'agriculture, mais sur des petits espaces comme les terrasses, les jardins, les mini-jardins, voire les appartements. Et ça fonctionne très bien aussi. Comment je cultive quelque chose dans un tout petit espace? Voilà. Et donc, en fait, dernier sujet sur l'alimentation, c'est bien évidemment manger, parce qu'on mange aussi en France, on a des bons mangeurs. Et donc, tout ce qui est restauration. Et aujourd'hui, effectivement, on a beaucoup de création d'entreprises dans ce qu'on appelle tout ce qui est restauration rapide. Les food trucks aussi fonctionnent très bien en matière de forme de restauration. Et puis, tout ce qui est traiteur. Et dernier pan de la restauration, c'est aussi tout ce qui est prêt à consommer. C'est-à-dire, en fait, vous allez acheter les aliments, puis vous allez les cuisiner vous-même. Mais tout est prêt. C'est prêt ou c'est déjà fait, vous le consommez et vous l'achetez. Ça, c'est la partie alimentation. La partie soins, vous allez voir, je l'ai dissocié de la partie bien-être. La partie soins, c'est vraiment tout ce qui est prévention. La prévention, c'est-à-dire tout ce qui est... Alors, je vais mettre prévention et surveillance. Surveillance, c'est vos suivis, vos objets connectés. Là. Tout ce que vous avez en objet connecté, tout ça, ça va faire partie de la prévention de santé et suivi de la santé au quotidien par les uns et les autres. Donc ça, c'est aussi un créneau qui aujourd'hui est très développé. C'est un créneau qui demande un petit peu de la technique, mais d'un autre côté, vous n'êtes pas obligé d'être innovant techniquement pour pouvoir faire une entreprise qui va porter de l'innovation. Et ça, je vous en parlerai tout à l'heure. J'espère que j'aurai du temps pour le faire, parce que c'est hyper important. On n'est pas obligé d'être un innovateur au sens de production de l'innovation, au sens de création d'innovation. On peut innover simplement en utilisant une innovation qui existe déjà et en l'intégrant dans son processus de fabrication, de production, création, son processus créatif aussi, et dans son processus de communication et dans son processus de commercialisation. Le marketing est extrêmement innovant aujourd'hui. Et je ne parle pas que des réseaux sociaux. Bien-être. Alors attendez, bougez pas parce que j'ai un petit problème technique. Voilà, petit problème technique de l'être humain. Alors, bien-être.
Bien-être, c'est quoi? Bien-être, c'est pas le soin, c'est pas la santé au sens médical du terme. Le bien-être, c'est tout ce qui va permettre, en fait, à un moment donné du temps, d'être bien dans sa tête et bien dans son corps. Et donc là-dessus, on va avoir tout ce qui est nutrition. Donc toute la partie alimentation d'un côté, nutrition de l'autre. On va avoir, dans la nutrition, il ne va pas y avoir aussi que l'équilibre nutritionnel, c'est aussi tout ce qui est traçabilité. On va le retrouver aussi dans l'alimentation. Donc toutes les problématiques de traçabilité, ça, c'est important. Toutes ces idées que je vous donne, c'est à la fois des idées pour vous éventuellement vous positionner si vous avez les compétences ou si vous acquérez les compétences ailleurs. Mais c'est aussi pour différencier votre entreprise. Parce que là, vous n'êtes peut-être pas, pour certains, des gens entrepreneurs. Toutes ces idées-là, ça va vous permettre de rebondir. Ça va vous permettre d'accroître votre chiffre d'affaires aussi. Donc, prenez tout ça aussi, non pas que pour la création d'entreprise. Dans le bien-être, bien évidemment, la cosmétique, alors les instituts de beauté, les produits naturels et la production de produits naturels, etc. Donc ça, c'est parfait. Naturel ou bio, parce que ce n'est pas la même chose en cosmétique, je vous le dis. Naturel et bio, c'est deux positionnements différents. Ne mélangeons pas les choses. Sinon, je vais me faire tirer les oreilles par les gens de la cosmétique. L'esthétique, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est tout ce qui est les soins, et y compris les massages. Tout ce qui est massage. Donc là, on est plutôt dans la partie bien-être du corps. Et ensuite, on va avoir les parties développement personnel. Donc là, je vous reparlerai du coaching de vie, des coachings personnels, etc. tout à l'heure. Ça, c'est une autre histoire. Mais vous avez tout le pan du développement personnel. Quand on allie nutrition, développement personnel, activité physique, et quand on allie santé mentale, eh bien, on appelle ça le bien-être holistique. Eh bien, en fait, il y a aussi un créneau assez important sur ce monde-là où ça allie en fait l'ensemble des éléments qui vont impacter sur le bien-être physique et mental. Le suivi, j'en parle encore ici parce que toujours pareil, on n'est pas que sur la santé physique, on est aussi sur la santé mentale, notamment quand on est sur le bien-être. Et puis, bien évidemment, un autre sujet important, et je ne vous finirai pas par les derniers, mais tourisme. Le tourisme du bien-être est en pleine explosion. C'est ce qu'on appelle les retraites. Donc les gens qui sont saturés, qui veulent aller au fin fond de la nature pour faire le vide, se replier sur eux-mêmes et réfléchir. Donc c'est ce qu'on appelle les retraites, c'est ce qu'on appelle le yoga aussi, et notamment les médecines douces de façon plus large. Attention, médecine douce, secteur saturé. C'est un secteur saturé et certains métiers des médecines douces, je le dis parce que je sais que dans la salle, il doit y en avoir quelques-uns. Attention, c'est un métier qui, en fait, aujourd'hui, pour être rentable, nécessite énormément d'heures de cours ou énormément d'élèves. Voilà. Donc, je le dis, c'est bien. Souvent, par exemple, le yoga, c'est plutôt une activité en complément de l'activité principale. Quelqu'un a une activité principale, il est salarié quelque part et il a créé son studio de yoga et il donne des heures, des cours en complément. Voilà. Je vous le dis, c'est plutôt le modèle qui existe. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui font du yoga toute la journée et qui s'en sortent et qui font des cours. Hein. Ce n'est pas le sujet de mon propos. Et puis après, bien-être partagé. Alors oui, j'ai mis bien-être partagé parce qu'en fait, on a un élément qui aujourd'hui se développe, c'est ce qu'on appelle le mocktail. Donc, c'est-à-dire tous les cocktails qui sont sans alcool. Et en fait, tous les bars à mocktail, les bars à thème et les bars de communauté, notamment tout ce qui est alors tout ce qui est communautaire, vous allez voir, vous allez le retrouver. Hein. Donc dès qu'on crée une communauté, pof, on a 40 millions de choses qu'on peut créer autour de la communauté, notamment des bars. On peut créer des réseaux, on peut créer aussi des communautés chez les sportifs, etc. Et je vais vous en parler tout de suite. Eh bien le sport, voilà, on parlait des sportifs. Eh bien le sport aussi, dans les tendances du sport, on a quoi? Alors on a quelque chose qui est bien évidemment lié à tout ce qui est coaching et formation. Donc les formateurs et les coachs. Sur le sport, mais arrive un nouveau métier, c'est les animateurs de e-sport. Voilà, donc vous avez aussi ce créneau-là pour ceux qui sont à la fois tech et sportifs ou les sportifs du canapé. Voilà, donc vous avez effectivement les animateurs de e-sport qui sont très, très, très en place aujourd'hui. Sur les sujets, vous avez aussi la diététique, puisque sur le sport, la diététique du sportif, c'est hyper important. Donc vous avez aussi les problématiques de diététique. Et surtout, sur le sport, vous allez avoir deux éléments dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, quand on a parlé de suivi alimentaire et de suivi nutritionnel. C'est effectivement le scoring. Le scoring et le suivi, c'est, vous savez, j'ai fait 50 millions de pas, j'ai couru 30 minutes, j'ai perdu 35 calories alors que je me suis déchaîné pendant 1 heure. Enfin bon, voilà, tout ça, ça s'appelle le scoring. C'est les battements de cœur, c'est les pulsations, c'est l'oxygénation. J'en sais rien, moi, toutes vos montres connectées, voilà, elles vous donnent tout ce qu'il faut. Et après, vous avez bien évidemment d'autres objets qui sont beaucoup plus développés. Et c'est ce qu'on appelle, je vous ai mis le mot en anglais parce que vous le trouverez, c'est wearable. C'est sur tous les objets.
que vous portez et qui vous permettent en fait de mesurer tout ce qui se passe dans votre corps aujourd'hui ou tout ce que vous avez fait avec votre corps sur le sujet. Pensez aussi dans le sportif, il y a des choses qui arrivent aujourd'hui, c'est coupler l'événementiel. Tout à l'heure, je vous disais les communautés, coupler les communautés avec tout ce que vous voulez, coupler les événements avec tout ce que vous voulez. Et donc les événements, l'événementiel sportif est aussi... Alors, l'événementiel sportif, je ne vous parle pas de la Coupe du Monde ou je ne vous parle pas des Jeux Olympiques. Hein, je vous parle des événements sportifs au niveau du local, éventuellement, dans une région ou même dans une commune. Les communes ou les collectivités locales ont effectivement besoin d'animer leur vie locale et donc ils sont aussi preneurs de personnes qui sont capables de leur mener des activités comme ça et de créer des activités sportives. Ça, c'est pour le sport. Loisirs, bien évidemment, loisirs. Alors, jeux vidéo, je ne peux pas passer le loisir sans parler des jeux vidéo. On a parlé des animateurs de e-sport tout à l'heure. On pourrait très bien parler des animateurs de jeux en ligne. On pourrait aussi parler sur le jeu vidéo de tout ce qui est les jeux en technologie immersive dont je vous parlerai tout à l'heure. C'est les jeux en 3D. Vous mettez votre casque, vous êtes dans situation et vous jouez plus derrière votre écran. Donc pensez-y, ça c'est important et ça se développe énormément. Et c'est un jeu vidéo, ça fait combien d'années? 20 ans? 15 ans? 20 ans? Ouais, 15 ans, 20 ans que ça fait le buzz et ça se déploie en permanence. Et le monde du jeu au sens, pas technique du terme, mais au sens de déployer des jeux, de créer un jeu. Regardez, hein, vous n'avez qu'à ouvrir comment on appelle ça, la Apple Share et Apple Store et autres stores. Vous allez voir, c'est infernal. Quand vous voulez choisir un jeu, il vous faut 10 ans et vous êtes mort avant même d'avoir choisi votre jeu, tellement il y en a. Dans le sport, dans le sport, j'ai fini. Les loisirs, je vous disais, le jeu vidéo, le tourisme, bien évidemment. Aujourd'hui, le tourisme, les gens font du tourisme qui est un tourisme à thème. Alors, vous avez le tourisme historique qui prend de plus en plus de place aujourd'hui. Vous avez le tourisme gastronomique aussi, parce qu'on aime bien manger. Donc, vous voyez, tout ça, ça se recoupe. Hein, chaque fois, hein, les grandes tendances se recoupent et vous trouvez un segment. Donc, vous prenez une matrice, vous en mettez à droite, vous en mettez à gauche, vous faites... ça, c'est une présentation que je pourrais faire par matrice. Et vous allez voir qu'à l'intersection de 2 sujets, voire de 3 sujets, vous avez une idée qui germe. Et bien là, vous êtes sur tout ce qui est gastronomie, le tourisme insolite et autres, et j'en passe. Activités culturelles et créatives, bien évidemment, le fait maison et le DIY, c'est le je ne sais jamais le dire, c'est le do it yourself, vous le faites vous-même. Et donc ça, par exemple, c'est tout ce qui est petit bricolage, tout ce qui est bijoux. Quand vous faites de la couture, c'est du do it yourself aussi. Hein. On n'appelait pas ça comme ça à l'époque, mais voilà, ça en est. Voilà, donc ça c'est l'activité et donc vous pouvez vous positionner pour proposer en fait des activités à faire soi-même et souvent vous allez les faire en atelier, vous allez faire des ateliers pour présenter un peu vos sujets, les gens quand ils partent ils récupèrent, ils achètent et ils vont faire chez eux. Produits d'hygiène, produits cosmétiques, ça fonctionne aussi très bien sur ces histoires de do it yourself à la maison et ça je vous en reparlerai tout à l'heure. Et combien 10 minutes, aïe aïe aïe. Qualité de vie au travail, ça aussi, je vous le fais parce que bien-être et santé, qualité de vie au travail, c'est important puisqu'aujourd'hui, on ne travaille plus de la même manière qu'avant. Et donc, comme on a des lieux, je vous en reparlerai un peu plus tard, mais du coup, ça engrange du travail et ça engrange des nouvelles positions parce que quand on travaille à la maison, il faut remodeler sa maison, il faut replanifier la maison, il faut créer des lieux de travail, des lieux de vie. Donc, du coup, ça demande un peu d'assistance pour faire ces sujets-là. Et ça demande surtout de voir aussi les problématiques de garde d'enfants parce qu'indépendamment du télétravail, il y a aussi les problématiques de garde d'enfants. Je vous l'ai mis ici parce que c'est toujours l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Et on sait qu'en France, on manque de garde d'enfants. Voilà, il y a un marché qui est extrêmement porteur sur le sujet, c'est garder des enfants. Bien-être et santé, toujours dernier point, mais je ne vous le passerai pas en entier parce que je vais quand même vous faire le reste, c'est la Silver Economy. Silver Economy, bien évidemment, alors il y a deux gros marchés pour moi dans la Silver Economy. Il y a la Silver Economy des personnes qui sont en dépendance, c'est-à-dire qu'en fait, qui ont du mal à vivre toutes seules, mais qui peuvent rester chez elles. Et donc là, vous allez avoir non seulement l'assistance des services à la personne où quelqu'un se déplace pour lui faire à manger son ménage, lui doit faire de la compagnie. Vous allez avoir aussi tous les services de domotique, de suivi à domicile aussi, parce que la personne elle a besoin d'être monitorée tout régulièrement, parce qu'elle a besoin que si elle tombe, eh bien, en fait, on sache qu'elle est tombée et qu'on vienne la chercher. Voilà, donc il y a tous ces services-là. Et de l'autre côté, vous avez tous les seniors qui sont en bonne santé, qui sont retraités aujourd'hui. Et il y a une économie des retraités marquée en forme, parce qu'en fait, ces gens-là, ils ont un niveau de revenu qui est au moins égal à celui du niveau de revenu moyen des Français. Et donc, par définition, qui dit avoir un revenu, ça veut dire, et avoir du temps, ça veut dire avoir en fait besoin de s'occuper.
Et donc tout ce que je vous ai dit, le do-it-yourself, le tourisme, les produits financiers bancaires, tout ça, ça crée des choses. Et autre élément que je vous mets en plus, c'est toute la position de l'intergénérationnel. C'est-à-dire que vous avez sur le marché de l'intergénérationnel énormément d'occasions de pouvoir créer des services pour mettre en relation les personnes d'un certain âge et les plus jeunes, voire mettre un peu on a le co-living parce qu'on a par exemple des étudiants qui viennent de vivre chez les personnes retraitées, mais on a aussi des activités de loisirs. On a aussi toute l'assistance post à la retraite quand on va dans les associations pour aider les gens en difficulté, notamment d'écriture ou de français. Voilà, donc vous avez tout un pan sur ce sujet-là. Alors, je vais entamer un sujet, mais ma collègue d'à côté le fera encore mieux que moi tout à l'heure. Les tendances RSE, n'oubliez pas, aujourd'hui, vous savez, on vous parle du climat en permanence, on vous parle de l'écologie, on vous parle de monde vert. Eh bien, en fait, dans ce monde vert, il y a plusieurs choses. Il y a à la fois le green business, c'est-à-dire tout ce qui est transition énergétique. Donc là, je vous passe le sujet de la transition énergétique parce que ça revient à produire de l'énergie, à mieux la restituer et surtout à l'économiser. Et enfin, là-dedans, vous avez aussi tout ce qui est les positionnements sur les matériaux durables, biodégradables ou pas biodégradables, hein, bien évidemment. Vous avez la gestion de l'eau aussi qui aujourd'hui est de la biodiversité, préservation de la biodiversité. Tout ça, ce sont des axes qui vont vous permettre à un moment donné du temps de poser votre entreprise si vous souhaitez travailler sur ces sujets-là. Biodiversité et gestion de l'eau, c'est des problématiques au moins aussi cruciales que celles du réchauffement de la planète. Sans eau, l'être humain ne peut pas vivre. Aujourd'hui, on ne sait pas synthétiser l'eau. D'accord ? Donc, c'est un élément qu'il faut prendre en compte et qu'il va falloir... Donc, derrière, il y a plein d'activités à développer pour essayer d'économiser notre consommation d'eau et de réutiliser éventuellement l'eau ou d'utiliser l'eau différemment ou d'utiliser d'autres entrées que l'eau. Le tourisme, bien évidemment, hein, tout ce qui est vert, on parlait tout à l'heure de tourisme, vous le voyez en transversal. Tourisme vert, c'est l'écotourisme, c'est aussi le tourisme de proximité. De plus en plus de Français aujourd'hui vont faire du tourisme à moins de 100 km parce qu'ils viennent découvrir en fait leur région, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Avant, ils prenaient l'avion et ils allaient à 1500 bornes. Aujourd'hui, de plus en plus, le tourisme de proximité se développe. Voilà une idée. Je vous fais ce petit parallèle sur le cycle de vie. Cycle de vie, que vous ayez un produit ou un service, à partir du moment où vous le concevez jusqu'au moment où vous le détruisez, ce service-là, en fait, il va avoir un impact sur le développement durable, sur les objectifs de développement durable. Et donc, vous devez, dans votre business model, quand vous allez créer votre service ou créer votre produit ou créer votre entreprise, vous devez mesurer cet impact que vous avez, non pas que quand vous le fabriquez, non pas quand vous l'avez vendu, mais surtout, y compris jusqu'à sa destruction, qui n'est pas de votre ressort, qui sera du ressort de vos clients. Gardez-le en tête parce que c'est important. Sur les tendances RSE, je vous disais, je vais aller au suivant. Économie circulaire, ça revient pareil, donc c'est toujours pareil. Hein. RSE, c'est responsabilité sociétale des entreprises. Hein. Là, économie circulaire, on va avoir la réduction des déchets, mais on va avoir aussi tout ce qui est l'anti-gaspillage avec les circuits de redistribution et on va avoir la réparation et la retouche qui reviennent en force aujourd'hui. Aujourd'hui, on a de plus en plus dans les centres-villes, à nouveau, des couturiers et des... comment on appelle ça ? Les chaussures, les... cordonniers, merci. Voilà, et les cordonniers qui reviennent et qui en fait arrivent à se repositionner. Pourquoi ? Parce qu'en fait, de plus en plus de gens aujourd'hui n'achètent plus pour jeter. En fait, ils achètent et ils revendent éventuellement. Ça, c'est ce qu'on va appeler la seconde main et c'est aussi un circuit d'économie. Mais c'est surtout que les gens vont commencer à réparer leurs produits. Et donc, cordonnier, couturier. Cordonnier, je vous rappelle, hein, c'est pas que les chaussures, hein, c'est tout le cuir. Hein, donc, les sacs à main, tout ce que vous avez en cuir, un cordonnier, normalement, il est censé réparer. Voilà. Et je vais faire la boucle sur éthique et inclusion sociale. Et je me souviens plus de ton prénom, pardon. Ah oui, Marion vous en parlera plus tard, vous en parlera tout à l'heure. Éthique, c'est tout ce qui est respect des droits de l'homme et des droits de l'animal. Donc ça, je ne peux pas vous dire mieux. Hein, éthique. Et donc commerce équitable, c'est que chacun tire de son activité de quoi vivre sans être, entre guillemets, exploité. Inclusion sociale, en fait, là, c'est encore autre chose. Là, c'est de dire, il y a deux façons de voir l'inclusion sociale. L'inclusion sociale, c'est qu'il y a des zones blanches en France.
Les zones blanches, c'est des zones où il manque des services, où il manque des activités, parce qu'on est loin sur les territoires. Et donc, ça veut dire qu'il faut à un moment donné amener, en fait, les services et les produits sur le territoire. Et donc là, c'est tout ce qui est tout ce qui est les services en mobilité, les services itinérants. Et donc là, ça peut être la boulangerie, ça peut être aussi notre maroquinier, ça peut être notre cordonnier. Voilà, vous avez tout un tas de services comme ça en ambulant, et de plus en plus, ça se développe. L'inclusion sociale, c'est aussi le fait de dire à un moment donné, il y a des personnes qui sont à un instant T de leur vie dans une situation familiale et professionnelle très compliquée. Et donc l'inclusion, c'est aussi de pouvoir permettre à ces personnes-là, à un moment donné, de retrouver en fait une activité qui, en France, comme on le sait très bien, c'est qu'une activité professionnelle, c'est le lien social et c'est la reconnaissance sociale. Et ça, c'est important de pouvoir le faire lorsque ces personnes sont en difficulté. Donc, c'est les personnes en situation de handicap, c'est les personnes qui étaient, par exemple, en situation de réinsertion. Et puis, ça peut être des personnes, quand vous présentera Marion, des personnes qui sont en fait en exil en France et qui ont besoin de retrouver des choses. Je me dépêche. Pratique d'achat, vente à distance, je ne vous la refais pas parce que la vente à distance, on sait aujourd'hui ce que c'est et c'est de plus en plus. N'oubliez pas de le mettre dans votre business model. Juste une chose, pensez aussi à la vente sur le mobile. C'est ce qu'on appelle le M-commerce, le mobile commerce. C'est important parce que la plupart des gens vont commencer à chercher sur leur téléphone avant d'aller acheter. Deuxième sujet, pensez-y aussi, ce qui est important aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le commerce continu, c'est-à-dire qu'en fait, les gens vont sur Internet, téléphone ou PC ou ordinateur. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher des produits qui les intéressent, ils vont faire leur veille, et puis après, quand ils vont le trouver, ils vont aller dans le magasin pour l'essayer. Et dans le magasin, en fait, ça c'est un premier cas, donc ça s'appelle le commerce continu. Deuxième cas de commerce continu, c'est que vous achetez en ligne, vous récupérez, et puis par exemple, vous achetez des chaussures, vous récupérez vos chaussures, vous les essayez, trop petites ou trop grandes, vous allez dans le commerce, dans le magasin d'à côté pour le redéposer pour que ça reparte dans la chaîne. D'accord? Et je ne parle pas des relais de dépôt, là je parle vraiment du commerce en continu sur la marque. Voilà. Donc ça, c'est la partie de la vente à distance, un peu nouveau. Je ne vous parle pas de la livraison du dernier kilomètre. Attention, secteur en saturation complète, c'est la livraison du dernier kilomètre. Des livreurs, on en a en pagaille aujourd'hui. Donc si vous le faites, faites-le, mais vraiment, mettez-vous en démarcation de tout ce qui existe par ailleurs. Et surtout, faites-le dans les règles de l'art. Voilà, c'est un métier où la déviance va vite. Alors, je vais vous passer l'économie collaborative. Pensez-y aussi, parce que l'économie collaborative, aujourd'hui, c'est toutes les plateformes d'intermédiation qui vont permettre en fait, de mettre en relation les gens pour faire plusieurs choses. Par exemple, ces plateformes d'intermédiation qui vont permettre en fait, de faire soit du troc, soit de l'échange, soit de la location. Je ne vous parle pas des plateformes de vente, parce que ça n'est aussi, mais je ne parlerai pas des plateformes de vente. Mais ce sont toutes les plateformes qui vont vous permettre en fait, d'acheter autrement. C'est-à-dire que vous n'achetez plus, vous allez aller prêter, vous allez aller récupérer quelque chose qui exige quelqu'un ou faire du troc. L'économie de troc, elle existait et elle existe toujours. Et vous avez là des exemples entre l'économie entre les particuliers, entre les entreprises et les particuliers, et entre entreprises, ça existe aussi, puisque par exemple, les agriculteurs se prêtent des moissonneuses-batteuses, les industriels se prêtent des compétences, des ressources humaines. On peut aussi prêter des ressources humaines et on peut bien évidemment louer de l'espace. J'ai fini, c'est ça? D'accord, super. Oh, tiens, il est d'une gentillesse. Alors, 5 minutes pour finir. Les pratiques professionnelles. Pratiques professionnelles, ça a bougé. Je vous ai parlé tout à l'heure télétravail et autres éléments. Ici, pratiques professionnelles, les tendances. Ça va vous aider aussi à vous positionner. Tout ce qui est organisation du travail, aujourd'hui, je vous parlais de coworking. Il y a aussi toutes les tendances de travail à domicile, pas à domicile. Donc tout ce qui est espace de coworking, tout ce qui est scénographie des espaces de travail à domicile, tout ce qui est mobilité, puisque bien évidemment, quand on fait du télétravail, on n'est plus forcément sur place, donc il faut quand même pouvoir se déplacer. Et ça, c'est important. Et puis, on va avoir tout ce qui est... Alors, je vais vous parler de l'artisanat et de l'artisanat d'art, et après, je vous parlerai de 3 transformations fondamentales de la façon dont les gens créent des boîtes aujourd'hui. D'abord, l'artisanat et l'artisanat d'art qui n'a rien à voir. L'artisanat et l'artisanat d'art, c'est aussi un élément très fort de positionnement. Je vous parlais du premium. L'artisanat est considéré comme des marchés de qualité. Et donc, bien évidemment, vous allez avoir tout ce qui est lié au Made in France, au fait main et au Made in France. Donc, attention, vous avez énormément de choses. Il y a un site qui existe, qui s'appelle Made in France, d'ailleurs, pour promouvoir les produits français en France et à l'étranger. Et puis, vous allez avoir aussi tout ce qui est l'événementiel autour des savoir-faire français.
Aujourd'hui, on met vraiment en valeur tous les savoir-faire. Donc, l'artisanat, attention, n'est pas artisan qui veut. Il y a des conditions pour être artisan et vous ne pouvez pas vous estampiller artisan si vous n'avez pas les bonnes qualifications et pas que des qualifications de formation. Il y a aussi des qualifications en termes d'expérience. Donc, tout ça, vous faites attention. Je vous parlais de transformation de mode de création d'entreprise. Je vous en mets 3. La première, c'est qu'il y a de plus en plus de freelance. Donc les gens se lancent de plus en plus en indépendant. Alors pourquoi ? Parce que c'est plutôt sur du service. Sur le service, peu d'engagement, peu d'investissement. Et donc, bien évidemment, ça fonctionne bien. Pourquoi ça fonctionne bien le freelance aussi ? Parce que l'indépendant, c'est parce qu'en fait, vous êtes salarié. Les gens en ont marre d'être salariés. Ils ont envie de lancer leur boîte. Ils se lancent en tant qu'indépendants. Et le statut du micro-entrepreneur, en fonction du niveau de salaire, en fonction du niveau de revenu et de chiffre d'affaires que vous faites dans l'année, puisque c'est plafonné, vous pouvez très bien vous lancer assez facilement et aller tester le sujet en indépendant avant de vous lâcher. D'autant plus que dans beaucoup de boîtes, vous avez le fil à la patte qui vous permet de revenir si vous en avez besoin. Donc tout ce qui est freelance, donc les sur-mesures, je vous ai mis les derniers trucs à la mode qui viennent notamment des États-Unis, les pet-sitters, les personal shoppers. D'ailleurs, vous avez vu, on les a mis en anglais parce que ça fait tellement bien. Donc voilà, donc les assistants personnels, on a tout ce qui tourne autour des animaux. Alors les animaux, c'est un marché, je sais pas, c'est un marché qui est en devenir. Et parce qu'en fait, on a non seulement la garde des animaux, le soin et le bien-être des animaux. Je vous parlais du bien-être tout à l'heure, mais le bien-être animal est un vrai sujet aujourd'hui. Il y a tous les cours de formation, les cours de dressage, etc. Et ensuite, il y a aussi tout ce qui est vêtements, bijoux pour les animaux. Et ça fonctionne. Voilà. Donc ça, c'était pour vous dire que c'est la petite bulle un peu exceptionnelle sur le sujet. Coaching. Alors, j'ai mis coaching, sensibilisation, formation. Les coachs, formateurs indépendants, tout ça c'est pareil. Tout à l'heure je vous ai parlé coach de vie, je vous ai parlé coach en nutrition, je vous ai parlé coach sportif, je vous ai parlé... il existe aussi des coachs pour les enfants. Apprendre à bien se comporter, apprendre à étudier, apprendre à travailler. Les coachs, il y a aussi des coachs d'adultes qui ne sont pas forcément des coachs de vie. Donc voilà, donc il y a des coachs partout. Donc si vous avez une compétence, le marché est ouvert, vous pouvez faire ce que vous voulez. Les consultants, bien évidemment, quand on est coach, on n'est pas consultant, mais les consultants aussi se forment. À partir du moment où vous avez une compétence, en tant que salarié, vous avez une compétence parce que vous êtes bien formé, vous avez beaucoup d'expérience, vous pouvez vous lancer en étant coach, freelance, ou alors en tant que formateur ou en tant que consultant. Donc vous avez des terminologies avec des mondes un petit peu différents les uns d'un côté des autres, mais vous avez de la planète devant vous pour faire des choses. Pardon. Ouais, vous oubliez juste 2 choses. N'oubliez pas, quand vous êtes sur votre création d'entreprise, n'oubliez pas externalisation et sous-traitance. Vous pouvez aussi vous positionner en tant que sous-traitant d'une entreprise, et donc c'est votre compétence, et ce sont sous-traitance de compétences, pas de capacité, sinon ça vous demanderait des investissements assez énormes. Mais sous-traitance de compétences, vous pouvez très bien vous positionner en tant que sous-traitant. Vous pouvez aussi vous positionner dans la partie externalisation, puisque de plus en plus d'entreprises externalisent des fonctionnalités comme la logistique, externalisation de tout ce qui est la paye, externalisation de tout ce qui est administratif. Et donc, vous avez un pan de service aussi aux entreprises. Donc, là, vous êtes en B2B et pas en B2C. Et là, j'ai le truc qui sonne. Et j'ai fini, et je vais vous laisser la parole sur l'innovation. Les slides sont là, et vous avez effectivement ça va permettre les 5 principales. de réagir. Merci beaucoup Laurence, désolé d'être un peu pénible sur le timing, mais le temps de 45 minutes est extrêmement serré. Cédric Le Gouer nous a rejoint, donc notre deuxième témoin pour cette deuxième partie, qui pourra aussi te permettre aussi de réagir sur les projets et voir, déjà... la question qui va se poser, est-ce que nos 2 entreprises rentrent dans une de ces grandes tendances ? On va voir ça, mais normalement, oui. Marion, on va commencer avec vous. Alors déjà, Esperen, en quelques mots, quelle est la mission de l'entreprise ? Oui, bien sûr. Bonjour tout le monde. Donc Esperen, c'est une entreprise d'insertion. Ça veut dire que c'est comme une entreprise classique, mais avec le fameux volet inclusion dont Laurence a parlé un petit peu plus tôt. Donc c'est un atelier de confection, un atelier de couture semi-industriel qui travaille pour les professionnels, donc qui propose des services de confection de vêtements, donc pas de direction des particuliers. C'est aussi pour ça qu'en général on est rarement très connu, mais par contre pour le secteur de la mode, pour le secteur de l'industrie, pour le secteur du vêtement de travail, pour tous ces secteurs-là.
Voilà, et donc nous, à côté de ça, on embauche et on accompagne des personnes considérées comme éloignées de l'emploi. Donc on a une convention avec l'État pour le faire. C'est comme un service public, on va dire, qu'on rend en plus de notre mission privée. Et en particulier, on a une expertise dans l'embauche et l'accompagnement de personnes réfugiées, donc de personnes qui ont été contraintes de fuir leur pays d'origine pour se réfugier en France, ou de personnes déplacées, comme c'est le cas des personnes ukrainiennes en ce moment, parce que c'est encore considéré comme un conflit temporaire. Voilà, et donc l'idée, c'est de se dire que c'est des personnes souvent qui ont des savoir-faire, qui ont évidemment des compétences, une expérience pro, et qui ont parfois de l'or dans les mains, mais qui sont rarement identifiées comme telles. Et donc nous, notre travail, c'est aussi de les identifier et de leur permettre d'intégrer l'entreprise classique, et donc aussi de soutenir l'industrie française. Donc je pense que tout le monde est au courant que l'industrie textile est toujours en difficulté et que la majorité de ce qu'on porte n'est pas produit chez nous. Il y a quand même, depuis le Covid, un petit mouvement de relocalisation de Made in France, mais qui manque maintenant de savoir-faire. Et donc nous, l'idée, c'est aussi de soutenir l'industrie française en accompagnant ces personnes à être opérationnelles dans le milieu. Et donc là, je reprends le terme de matrice. Là, on a bien plusieurs tendances qui recoupent votre activité. À la fois le côté bien-être, parce qu'il y a quand même de l'achat de vêtements. Enfin, il y a l'idée de départ, c'est bien le textile. La notion d'économie circulaire, parce que vous faites de l'upcycling des produits, et puis le volet ESS et insertion. Vous, personnellement, quel était l'élément déclencheur premier, en fait ? Ouais, bah alors moi, l'élément déclencheur, j'étais pas du tout vouée à entreprendre. Vraiment, j'ai suivi des études d'histoire et de sciences politiques. J'avais beaucoup plus de chances de devenir prof qu'entrepreneuse. Et en fait, c'est la rencontre avec une structure. Donc, je travaillais sur des dispositifs d'insertion en région parisienne. Et j'ai rencontré une structure qui a un peu le même concept, qui s'appelle Espéro. Donc, vous voyez, c'est Espérène, c'est l'arbre qui est tombé... Enfin, le fruit plutôt qui est tombé près de l'arbre et qui a repoussé, quoi. Et un coup de cœur, et j'ai trouvé ça extrêmement pertinent. Et quand je suis rentrée dans ma Bretagne natale, j'avais extrêmement envie aussi d'apporter quelque chose de nouveau à mon territoire. Donc moi, l'entrepreneuriat, il est un peu venu de cette envie d'apporter quelque chose qui n'existe pas encore et de répondre à des besoins qui ont besoin d'être couverts. D'accord. On reviendra après sur le processus et comment vous avez monté votre projet. Cédric, de votre côté, Lysia, une jeune entreprise aussi qui fait beaucoup parler d'elle. On parlait de réseaux sociaux, on voit beaucoup de communication sur les réseaux. C'est quoi en quelques mots ? Alors Lysia, ce que c'est une entreprise et une jeune start-up qui a été créée il y a à peu près 2 ans. Et nous, notre objectif principal, c'est de créer, fabriquer et ensuite les commercialiser des accessoires lecture qui soient innovants, made in France. Et ça, c'est notre ligne directrice. Et pour donner un exemple, notre premier produit, c'est une lampe de lecture 3 en 1 qui permet de lire à une main, d'éclairer les pages et de faire marque-page. Ça fait 2 ans qu'on l'a lancé, on en a vendu à peu près 35 000 en 2 ans, que ce soit sur notre site internet, via des magasins comme par exemple Nature et Découverte, avec qui on a signé un contrat depuis pas longtemps. Et donc notre objectif, c'est de continuer à innover, toujours dans cet univers de la lecture qui peut paraître un peu incompréhensible au début, mais quand on rentre dedans, on se rend vraiment compte qu'il y a beaucoup de choses à faire et qu'il y a très peu d'innovation. Et donc nous, on se place sur ce segment très précis d'innover dans l'univers de la lecture. On est aussi là, sur le thème un peu du bien-être, du loisir. Alors, est-ce que vous étiez quelqu'un qui souhaitait être professeur aussi ? Non, pas du tout. Profil d'ingénieur au départ ? Ouais, c'est ça exactement. C'était plutôt un profil d'ingénieur. J'ai eu l'idée de Lysia quand j'étais au lycée. Ensuite, je suis rentré assez naturellement dans une école d'ingénieur à l'INSA, pas loin d'ici. C'est quelque chose qui me passionnait, tout ce qui était conception. Et j'ai toujours voulu monter ma boîte. Et comme j'avais fait des petits prototypes au lycée, je me suis dit pourquoi pas se lancer là-dessus. On a fait quelques études de marché en collaboration avec la Fnac de Rennes. Puis on a vu que ça marchait bien, ça plaisait beaucoup. Et donc on s'est lancé à fond avec mon associé Lucas. Et aujourd'hui, on est une équipe de 7 et on continue à recruter pour monter petit à petit. Et sur le marché, puisque c'est quand même notre sujet, comment vous avez appréhendé le sujet, l'analyse finalement de vos potentiels clients, puisque c'est un produit qui n'existe pas. Comment vous avez abordé cette problématique ? Alors souvent, ce qu'on dit quand on écoute tout ce qui est formation, des podcasts, des choses comme ça, c'est de tester son marché à fond. Nous, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout fait. C'était peut-être une erreur de notre part, mais au final, ça a plutôt bien marché. On a vu que le produit plaisait beaucoup aux clients. Mais ce qu'on aurait dû plus faire et ce qu'on fait pour les futurs produits, c'est juste, maintenant on a de la chance d'avoir une grosse base de clients. Et donc on va directement les interroger. On fait un prototype, on va les voir, on leur dit est-ce que vous seriez prêts à acheter ? Si oui, à quel prix ? Et donc on commence par des préventes. Comme ça, on ne lance pas toute une prod qui peuvent prendre 1 an.
Et en prenant un énorme risque, que ce soit financier ou de temps, juste on teste. Et par exemple, le prochain produit qu'on va sortir, on vient de le tester auprès de 20 clients, enfin 20 potentiels clients. Ensuite, on va l'améliorer suite à leur retour. Et ça, c'est une phase d'itération qui peut prendre parfois 6 mois, c'est assez long. Mais au final, on aura le produit quasiment parfait au final. Et donc, on pourra le lancer quasi en fermant les yeux sur le marché sans trop de problèmes. Marion, même question. Alors vous l'avez dit, le secteur du textile, c'est un secteur qui est très concurrentiel. Comment vous avez adressé le sujet ? Ouais, du coup, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas énormément d'entreprises qui font encore du Made in France, donc elles étaient un peu plus simples à trouver. Donc nous, on est juste allé identifier les entreprises sur le territoire de confection Made in France, puis on allait leur dire, OK, vous travaillez comment ? Voilà, on a fait une petite étude de marché, tout simplement, pour se dire, OK, c'est là où il y a le plus de besoins, c'est là où il faut qu'on se positionne, et c'est là où ça va fonctionner. Alors après, ça, c'était quand même il y a 2 ans, et depuis, on a une crise économique que tout le monde connaît, je pense, qui impacte pas mal ce marché-là, qui fait du retour en arrière. Donc maintenant, on est un peu en phase d'adaptation permanente. Je dirais pas qu'on fait des études de faisabilité en permanente, parce qu'on pourrait pas avancer, évidemment, on est en opérationnel. Mais voilà, on explore d'autres pistes, on s'ouvre à d'autres perspectives économiques, et on avance comme ça, et jusqu'ici, ça marche. Donc, Et on peut aborder le sujet du juridique, du financement. Vous avez pris le parti de créer une association et donc du monde de l'ESS. Pourquoi ce choix particulier ? Est-ce que c'est un choix personnel, des convictions personnelles, ou c'est vraiment il y a un intérêt par rapport à l'activité ? Nous, en fait, le projet, il est vraiment devenu entrepreneurial une fois qu'il s'est créé, une fois qu'il a existé. Ce que je disais, moi, je suis pas du tout de ce secteur-là. J'ai pas fait d'école de commerce, j'ai pas fait d'école d'ingénieur non plus. Je travaillais vraiment dans le secteur associatif, donc pour moi, c'était une évidence. Je me suis pas posé de questions. Je me suis dit, c'est un projet d'utilité publique et d'utilité environnementale avant d'être un projet entrepreneurial. Et en fait, c'est une fois que l'essaimage du projet a commencé, que le développement a commencé, qu'en fait, on s'est rendu compte que le modèle qui existait en région parisienne, qui est un modèle très subventionné, très aidé par l'État, ne pouvait pas se faire ici. Tout simplement parce que la temporalité n'était pas la même et que ce genre de projet ne se créait plus, puisque l'État avait décidé de réduire les budgets, quoi. Tout simplement. Et donc, on a dû arriver sur un modèle qui était très entrepreneurial. Et donc, de fait, voilà, après, on a créé une asso au démarrage pour commencer le projet. Et maintenant, peut-être qu'on va créer une entreprise. C'est l'inverse, en fait. Laurence, peut-être une réaction à ça ? Est-ce que c'est une tendance qu'on voit aussi en termes de statut d'entreprise, d'aller plutôt vers le monde associatif avant d'aller vers des entreprises Alors, le monde de l'économie sociale et solidaire sur ce sujet-là, il est quand même aujourd'hui, il est énorme, il est très, très gros aujourd'hui. Il est surtout dans le secteur non marchand. Donc du coup, c'est quand même quelque chose qu'on ne présente pas ici, donc bien évidemment, parce que les objectifs sont ailleurs que dans le chiffre d'affaires. Ça, c'est évident, même s'il faut en faire pour quand même assurer les retours. Voilà, donc sur les SS, non, oui, ça croît aujourd'hui. Il n'y a pas plus qu'avant, mais je pense qu'aujourd'hui, avec les dossiers, les entreprises à mission aussi, nouveaux statuts qui arrivent, ça va aussi peut-être développer certains projets que vous aurez et qui ont le sens et qui peuvent, avec ces entreprises à mission, demain, peut-être un peu plus, notamment sur l'économie sociale aussi solidaire, sans être entreprise à mission. C'est aussi associatif, ça permet aussi quelque part d'attirer des collectivités, d'attirer aussi des gens qui sont dans la même logique de développement social sur leur territoire. Voilà. À vous. Attention, parce qu'association et entreprise, en statut juridique, on ne lève pas des fonds de la même manière, parce que lever des fonds quand on est une association, c'est quand même très compliqué. Alors, on n'en lève pas en général, on va chercher de la dotation publique. Aujourd'hui, ce n'est pas un temps très béni pour l'ensemble de l'État. Donc, du coup, il faut effectivement peut-être que des filiales en mode entreprise pour associer à l'association, ça permet justement de récupérer des levées de fonds, alors que l'association, c'est plus compliqué, puisque c'est plutôt du mécénat, si je ne me trompe pas, que de la vraie dotation en capital. Voilà. Et alors Cédric, vous, le format de l'entreprise est plus classique, c'est une entreprise société anonyme, quel est le statut ? Oui, c'est une SAS. SAS, d'accord. Et par contre, le modèle que vous avez choisi en termes de production, c'est de vous associer à des partenaires en sous-traitance ? Oui, donc pour parler un peu production, nous, donc notre produit il est fabriqué, il y a une partie plastique, une partie électronique. On a essayé de favoriser au maximum le Made in France. Notre produit est d'ailleurs labellisé Made in France. Pour vous expliquer un peu le schéma de production, on a la partie plastique du coup, qui est fabriquée en Vendée. Les moules aussi ont été fabriqués en France, donc ce qui est assez rare pour des entreprises, notamment des petites startups. Et ensuite, on a tout l'assemblage qui est fait au sud de Rennes. C'est avec une entreprise, un chantier d'insertion, donc qui peut être comparable à un ESAT qui s'appelle AIPR Rennes.
Et donc ils font tout ce qui est assemblage du produit, donc mise de la carte électronique dans le plastique, puis logistique et envoi directement à la poste qui eux ensuite redispatchent sur toute la France et à l'international. Et on a aussi la partie packaging qui est elle fabriquée en Côte d'Armor, donc à Gouriot ça s'appelle. Et donc nous on a choisi de sous-traiter la partie, c'est entre guillemets sous-traité vu qu'il y en a beaucoup qui sous-traitent et qui vont dire tiens fais mon produit et le produit sera fait au final et ensuite ils l'enverront avec un logisticien et ils n'auront aucune visibilité sur tout ce qui est le schéma d'assemblage et donc c'est très compliqué pour eux. C'est-à-dire que si le fournisseur se plante, c'est fini. Nous on a choisi de dispatcher, on a différents fournisseurs, typiquement pour le packaging on en a 2. Pour le parti plastique, on en a un seul, mais on en a aussi un deuxième potentiel au cas où. Et donc, on se protège sur tout ça. Et sur tout ce qui est logistique, on a travaillé justement avec notre chantier d'insertion. On a la chance d'avoir un background d'ingénieur pour justement mettre en place quelque chose qu'il n'avait pas l'habitude de faire. Et donc, c'était de l'optimisation sur 1 an. Au début, on n'était pas du tout optimisé. C'est bête, mais nos commandes, elles partaient peut-être en 1 à 2 semaines. Et là, aujourd'hui, on arrive à un délai de 3-4 jours. Donc, ce qui est très bien pour nous. Ça peut paraître facile comme Amazon, mais on est loin d'être une entreprise de la taille d'Amazon. Et donc on a fait la partie de sous-traiter, mais tout en gardant un œil très proche dessus, ce qui nous permet d'avoir des tarifs compétitifs et d'avoir une sécurité en cas de chute d'un fournisseur. Dans le public, il y a beaucoup de gens qui attendent aussi des conseils de votre part sur l'accompagnement dans les phases de création. Donc vous, quels ont été les interlocuteurs clés qui pourront aller voir sur ce salon? Je pense que tout le monde est là sur Entreprendre dans l'Ouest. Oui. J'ai pas encore eu le temps de faire un tour de tout ce qu'il y avait, mais notamment là-bas, il y a Le Pool chez qui on est incubé depuis maintenant 1 an et demi. Et donc, ils ont été d'une grande aide avec nous. On a eu aussi Station Rennes qui sont un peu sur tout le pôle rennais, Passeport Armorique pour entreprendre. Il y a aussi Mouji. Après, tout ça, de toute façon, on retrouve tout sur Internet. Mais je trouve la meilleure chose à faire, et ce que j'ai fait au tout début, c'est d'aller contacter des entrepreneurs qui ont eu des parcours similaires. Et eux, souvent, c'est assez compliqué. Parfois, ça peut être compliqué. Mais il suffit de leur envoyer un petit message LinkedIn, de se connecter avec eux en avance. Et souvent, on aura un maximum de conseils. Moi, je sais que j'ai fait ça. On voulait, pour donner un exemple concret, on a voulu lancer une campagne de financement participatif sur Ulule il y a à peu près 2 ans. Je ne savais pas du tout comment ça marchait. Je n'étais pas du tout dans la com, donc aucune idée de comment tout ça fonctionne. Donc, j'ai juste contacté les 10 plus grosses boîtes françaises qui ont fait des records sur Ulule. Il y en a 8 sur 10 qui m'ont répondu. J'ai passé 1 heure avec chacun d'eux, donc au total 8 heures. Et au final, c'est là que j'ai le plus appris. Et au final, on a fait une super campagne, vu qu'on a été top 1 dans la catégorie tech. On a fait un record européen sur l'année 2022, donc, alors qu'on n'y connaissait rien à la base. Donc que ce soit pour Ulule ou que ce soit pour monter son entreprise, ou peu importe le sujet, mais juste contacter des gens qui sont déjà passés par là, ils vous diront les erreurs à ne pas faire. Forcément, on fera des erreurs, mais ça évite déjà beaucoup de choses. Et on apprend énormément. Donc c'est le meilleur conseil que je puisse donner là-dessus. Un excellent conseil. Marion, même principe aussi, les pairs, le mentorat, ça fait partie des outils. Ouais. Pardon. Oui, moi je rejoins dessus effectivement les conseils de personnes qui sont passées par là, surtout dans votre secteur où il va y avoir du coup tout un environnement, un écosystème précis, des choses précises, etc. C'est ce qu'il y a de plus pertinent. Après, nous, du coup, on n'a pas les mêmes accompagnateurs parce qu'on est beaucoup plus dans le volet ESS, économie sociale et solidaire. Donc, nous, on a été accompagnés par TAG35, qui est un incubateur de projets départemental. Il y en a dans chaque département en Bretagne. Et puis après, vous retrouvez ça partout en France, mais ça a d'autres noms, tout simplement. Qui consiste, c'est des promos en fait chaque année, et c'est un mix entre formation et accompagnement direct de projet. Donc c'est pas mal parce que ça vous permet d'acquérir quand même aussi la formation théorique que vous n'avez pas sur certaines parties de la gestion de projet et de ce qui va être ensuite votre métier de chef d'entreprise. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et ensuite on a en même temps, et on l'est toujours maintenant, on est accompagné par France Active Bretagne, du coup, mais pareil, c'est national comme dispositif, qui est à la fois un dispositif de financement et à la fois un dispositif d'accompagnement à la gestion. Donc là, on est vraiment sur le côté budgétaire, financier, outils, etc. Voilà, et on est accompagné, enfin c'est quand même une forme d'accompagnement aussi par Bretagne Compétitivité, du coup, dont Alexandre est directeur. Voilà, plutôt sur le volet réseau et positionnement de structure. Donc c'est des choses qui sont assez complémentaires et on ne l'est pas pour l'instant, mais peut-être on va le devenir si on crée une entreprise en termes de structure juridique. On pourrait rejoindre le pool du coup comme Cédric ou Village by CA qui est aussi un accompagnement d'entrepreneurs. Voilà. Ouais, puis elle ne le dit pas, mais Marion est lauréate du concours Chrysalide de cette année, donc ça fait partie aussi des dispositifs qui peuvent aider. Et n'hésitez pas à aller sur le site Chrysalide Écoactivité, on a lancé la nouvelle campagne 2025.
Laurence, peut-être le mot a aussi un conseil pour clôturer cette session, parce qu'on arrive au bout des 45 minutes. J'en ai déjà donné beaucoup. Mais un dernier, la cerise sur le gâteau, on va dire. Ouais. Ne restez pas tout seul. Là, ils vous ont dit, on a appelé, on a vu, ne restez pas tout seul, parce que tout seul, vous avez des idées, tout seul, vous ne savez pas aborder votre sujet. Contactez, prenez des rendez-vous. Vous avez effectivement plein de réseaux d'accompagnement. Là, on va parler de l'ADI, mais dans le collectif CapCréa, vous en avez encore plein en fonction de la taille de votre entreprise, de son degré d'avancement. Ne restez jamais seul. Allez voir les réseaux des entrepreneurs aussi, parce que tu parlais tout à l'heure d'entrepreneurs que tu as contactés, que tu ne connaissais pas. Il y a des réseaux d'entrepreneurs en Bretagne. Allez les voir, faites-vous connaître de ces réseaux-là. Et puis voilà, effectivement, inspirez-vous auprès des autres, mais ne restez pas seul. Bien, écoutez, merci beaucoup à tous les trois pour tous ces éléments qui vont aider les porteurs de projets.